Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, ça y est, c'est officiel, Aliou Sall n'est plus le patron de la CDC. Il a rendu le tablier 3 semaines après les révélations de la BBC. Une large page sera consacrée à cette information. Affaire des faits médicaments de Touba Belel, Ouri Diallo absent encore du procès. Le délibéré est attendu le 22 juillet prochain. S'achemine-t-on vers une hausse des prix du ciment et du pain? Vous le verrez, les recommandations du comité technique multipartite sont contestées par les consuméristes. Et puis retour sur la victoire des Lions hier. Crépin Diatta, l'homme du match d'hier, est-il l'homme du futur proche des Lions? Ce portrait à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le verrou Aliou Sall vient de sauter. Il a démissionné de son poste de directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'est longuement expliqué à travers un post sur son compte Facebook. Synthèse Fatima Touré. C'est dans une lettre publiée dans la presse que Aliou Sall a annoncé sa démission. Aliou Sall qui se dit être victime d'une véritable tragédie qui touche en être, en chair et en os. Selon lui, le scandale à 10 milliards de dollars évoqué dans le reportage de BBC vise à ternir son image et celle de ses proches. À cœur ouvert, le désormais ex-directeur de la CDC exprime sa déception vis-à-vis de certains politiques qui, selon lui, profitent de la situation pour le dénigrer et le déshumaniser. Il parle de diffamation, de critiques, d'insultes à l'encontre de sa personne, des raisons qui ont suffi pour s'adresser à ses amis en ces termes. Je prends ici et devant vous la décision de donner ma démission à la tête de la Caisse des dépôts et consignations à compter de ce jour. Aliou Sall déclare par ailleurs qu'il est en accord avec l'État du Sénégal sur l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire qui l'accable. Il dit prendre à témoin le temps et estime que la vérité sera révélée au grand jour. Petite remarque, Aliou Sall signe sa lettre en sa qualité de maire de Guédiawaye et non de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Fatima, reste maintenant à savoir si sa démission sera acceptée par le président de la République. Quoi qu'il en soit, l'après-midi a été mouvementé à Guédiawaye. Le maire a démissionné de son poste de directeur de la CDC. L'annonce devait être faite à la mairie de Guédiawaye, mais l'accès des lieux a été refusé par ses militants qui, comme par hasard, étaient présents sur les lieux. Salif Sow, Asmali Diop. Aliou Sall rebrousse chemin. Sur sa route, une forte résistance. Des militants et sympathisants du maire de Guédiawaye se sont opposés. Sa déclaration tant attendue n'aura pas lieu ici, mais sur sa page Facebook, si. Surpris, les réactions de ces inconditionnels tombent. Lui interpelle directement le chef de l'État. C'est malheureux, sérieusement c'est malheureux. On n'est pas d'accord, on va continuer à lutter. On va continuer à lutter pour que Aliou Sall revienne sur sa décision. Mais ce n'est pas encore entériné parce que c'est le président de la République qui l'avait nommé là-bas. Donc ça revient au président de la République de vraiment valider sa démission. Nous lui disons non. Le premier magistrat de la ville n'a pas à démissionner d'un poste électif, avertissent d'autres souteneurs du maire de Guédiawaye. Nous avons constaté que depuis le début du problème, on ne parle que de la démission d'Aliou. On ne parle que du départ d'Aliou. Nous disons qu'Aliou a été élu par Guédiawaye, Aliou a Guédiawaye derrière lui. Donc nous on dit non. Les populations de Guédiawaye, les militants et les sympathisants ont dit non. L'ex-directeur général de la CDC avait pourtant eu le soutien de ses agents. Aussi bien à la CDC qu'à son poste de maire. Nous sommes totalement contre et les agents de la Caisse des dépôts et consignations avec qui j'ai discuté sont totalement contre une telle option. Pourquoi ça? C'est très facile. Il y a un combat politique qui est mené et ce combat politique-là, il ne faut pas que ça vicie donc le travail que M. Sall est en train de faire. Certains maires ont répondu présents. Par contre, l'Alliance Sauver le Sénégal organise une marche le 4 juillet à Guédiawaye. Pour elle, le combat continue pour certains. L'Alliance Sauver le Sénégal, par exemple, organise une marche le 4 juillet à Guédiawaye. Pour son président Babacar Mbaye Garaf, Aliou Sall doit aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire démissionner de tous ses postes
Cette démission de Aliou Sall est un non-événement pour la plateforme Aar Li Ñu Bokk, plateforme qui a longtemps demandé l'écartement de Aliou Sall de toute gestion publique. Aujourd'hui, le fondateur de la plateforme, pour le fondateur de la plateforme, la question du pétrole transcende la personne Aliou Sall. C'est un combat pour la transparence. Habib Faye et Maud Diop. La démission d'Aliou Sall de la Caisse de dépôt et consignation, une bonne chose pour l'élégance républicaine, certes, mais la plateforme Aar Li Ñu Bokk dit rester sur sa faim. Nous en prenons acte, mais nous tenons tout de suite à dire à l'opinion nationale, aux citoyens et citoyennes, que cet acte, qui est d'un caractère purement administratif, n'entame en rien ni la détermination, ni l'engagement, ni la motivation, encore moins la mobilisation de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. La démission ne les intéresse pas, dit-il. La plateforme réclame transparence sur les contrats pétroliers. Nous avons exigé que tous les contrats léonins qui ont été signés et qui ont privé notre peuple de milliers de milliards, en particulier le contrat de Franck Timis, tout ça soit renégocié. Tous ceux qui pensent avoir quelque chose à se reprocher dans ce dossier du scandale du pétrole et du gaz, nous leur demandons simplement de chercher de bons avocats et de se préparer à faire face à la justice. Aar Li Ñu Bokk invite le chef de l'État à prendre au sérieux le rapport de l'inspection générale d'État. Il y a un malaise au sein de l'État. La République est secouée et c'est dangereux pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle la plateforme Aar Li Ñu Bokk invite le chef de l'État en tant que président de la République à se rendre compte de la gravité du moment et à poser les actes que nous attendons d'un chef de l'État. C'est-à-dire se saisir sérieusement de ce dossier et de le traiter de la manière la plus diligente, mais de la manière la plus impartiale. Il ne s'agit plus de famille maintenant, parce qu'on est au-delà de cela. Il s'agit de préserver et de protéger la République du Sénégal et l'État. Cheikh Tidiane Dièye appelle les citoyens à rester mobilisés. La revendication de la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal reste leur seul combat. Et malgré les accusations qui pèsent sur Aliou Sall, l'AMS ne lâche pas son président. L'association regroupe pourtant des maires de tous bords politiques. Eh bien, il reste fidèle et solidaire à Aliou Sall. Suivons le secrétaire permanent Oumar Ba avec Cheikh Diop. L'association des maires du Sénégal est une sorte de syndicat en partie des maires. Nous portons la voix des maires. Et dans notre statut, il y a un devoir de solidarité entre maires. Et de ce point de vue-là, pour tout maire qui a ce type de difficulté, nous lui manifestons notre solidarité. Comme nous l'avions fait pour Khalifa Sall, comme nous l'avions fait pour Barthélémy Diaz. Je pense que Aliou Sall a le droit à la présomption d'innocence. Voilà, Aliou Sall qui rend son poste nominatif et non électif, donc il est toujours le maire de Guédiawaye. Quelle analyse politique en faire? Il l'a dit, il donne rendez-vous pour l'avenir. Suivant à ce propos l'analyste Mamadou Dior avec Mohamed Lamine Diaye. C'est une démission qui était fortement attendue parce que depuis que ce documentaire, la BBC a relancé un peu le débat sur la question du pétrole et du gaz, on a vu au sein de l'opinion quand même des gens réclamer carrément son départ. Le poste de CDC, c'est plus facile parce que c'est un poste juste nominatif. Et le poste de maire, c'est quand même un poste électif. Et quand on est élu maire, on a une légitimité quelque part populaire. Et il faut aussi faire le parallélisme. Par exemple, en faisant le parallélisme avec Khalifa Sall, Khalifa Sall n'a jamais démissionné de son poste. C'est le président de la République qui l'a révoqué. Et que donc, il faudra peut-être que les gens patientent jusqu'à ce qu'on prouve ou non sa culpabilité. Là, si c'est le cas, s'il est reconnu coupable de ce qu'on lui reproche, naturellement, il devra démissionner de son poste de maire, où le président de la République va faire comme il a fait dans le cadre de Khalifa,
le révoquer en tant que maire de Guédiawaye. Et revenons sur la personne Aliou Sall, comment il est devenu depuis plus de 3 semaines le fil rouge de l'actualité. Revenons sur le parcours politique de l'homme, les différentes étapes qui l'ont amené à ce niveau de responsabilité avec Mamadou Fall. Né en 1969 à Foundiougne, Aliou Sall, tout comme son frère, a grandi à Fatick, région du Sine Saloum. Journaliste de formation, il a un parcours scolaire reluisant, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être un homme d'affaires, un homme politique, un haut fonctionnaire de l'État, un diplomate, mais également le président de l'Association des maires du Sénégal et maire de Guédiawaye. Détenteur du baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, Aliou Sall intègre alors le CESI en 1994. Seul trébuche son échec en classe de première C, l'obligeant à demander une réorientation en série D. D'ailleurs, un échec qu'il dément avec rigueur. Seconde C laa def, waaye première D laa def. Du question redoublement moo ma yóbbu première D. ay jaxasoo moo amoon ci lycée bi yenn professeurs yi ne nangootuñ ma seen classe en première C. loolu moo waral ñu yóbbu ma première D. ma continuer suma filière. De l'engagement à revendre, Aliou Sall va toujours jusqu'au bout de ses logiques. Il s'était engagé à Andi Dieuf en étant journaliste avant de porter le journal du Pape du Sopi en tant que rédacteur en chef. Aliou ne s'est jamais plié malgré les déboires avec le régime Diouf, un caractère d'homme de fer. La preuve, il a bravé l'interdiction de son frère en 2014 pour sonner son entrée en politique. Le résultat, son élection à la tête de la mairie de Guédiawaye. Depuis, il n'a pas cessé de monter en grade, obligeant même son frère président de la République à le nommer directeur de la CDC. Mais est-ce que damay continuer sans regarder aussi ce qui se passe dans cette base à Guédiawaye, de le sacrifier parce que dafa nekk sama rak, ou alors lu tolloo ak la muy liggéey ci wàllu politique ak ci njàngam fu mu toll war naa ko mën a teg foo xam ne war na fa mën liggéey. Aliou Sall, mondialement célèbre grâce au scandale révélé par la BBC sur les contrats pétroliers. pétrole moo demee noo xamante ni dafa bëri coow parce que enjeu yi dafa rëy alal ji ci nekk dafa rëy du ma bett sax que coow yi di ñëwaat. Merci beaucoup Mamadou. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la démission de Aliou Sall. Concrètement, 3 semaines après les révélations de la BBC, Macky Sall est obligé de réorganiser ses troupes au palais suite à sa sortie sur TV5. El Hadj Kassé perd son poste de ministre conseiller chargé de la communication de la présidence. Quelques noms circulent d'ailleurs pour sa succession. Entre maîtriser sa parole et être constamment sous les feux de la rampe, ce poste n'a jamais été chose aisée. Aminata Mbarisow. El Hadj Hamidou Kassé relevé de ses fonctions. L'information est donnée en premier par nos confrères du journal L'Observateur avant d'être relayée à travers les réseaux sociaux. Hamidou Kassé, première personnalité à coacher la cellule de communication du président Macky Sall dès son accession à la magistrature suprême, semble être aujourd'hui la première victime de l'affaire Petro-Tim. Au début de cette affaire, le ministre conseiller avait fait une sortie indiquant que le président de la République n'avait pas reçu le rapport de l'inspection générale d'État dénonçant les contrats pétroliers signés avec Franck Timis. Il en rajoute quelques jours plus tard sur la chaîne TV5 Monde, répondant à l'enquête de la BBC. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. S'ensuit des tirs groupés sur le ministre conseiller Hamidou Kassé, comme la fameuse vidéo de Yakham Mbaye qui n'a pas hésité à flinguer celui qui fut son proche collaborateur. Pour rappel, cette dissonance dans la communication du président Macky Sall ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle est à l'origine d'une grande instabilité à ce poste. En cette année de règne, le pôle communication de la présidence de la République a connu plusieurs chefs. Nous pouvons citer entre autres Hamidou Kassé, Souleymane Jules Diop, Yakham Mbaye et Mamadou Thiam. L'on se questionne alors sur ces chamboulements à répétition dans la communication du président Macky Sall. Ces hommes de confiance ne vont-ils pas souvent très vite en besogne? En tout cas, les derniers développements font état de l'arrivée imminente de Seydou Gueye dans le pôle communication, renforcé par Abdou Latif Coulibaly, qui aura la lourde charge de porter la parole du président de la République. Un poste qui avait été occupé par Abou Abel Thiam, mais qui n'existait plus depuis 2014.
Merci Aminata. Et puis pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques, il faudrait commencer par rendre moins opaque la publication des rapports des corps de contrôle selon Birahim Seck du Forum civil. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'Académie internationale de la justice fiscale. Maguette Souare Diallo et Diafaraba. Pour éviter des scandales à l'image de celui qui secoue le Sénégal ces derniers temps, la société civile devrait être impliquée davantage dans les publications de rapports. La société civile a fait son rôle depuis très longtemps. Depuis 2016, le Forum civil parle de cette question-là. Depuis 2016, on a dit qu'il faut impérativement qu'il y ait l'implication de la société civile, pas seulement au niveau de COS-Petrogaz. On a besoin de la société civile sur toute la chaîne de décision, que ce soit au niveau de Petrosen, que ce soit au niveau du GES-Petrogaz, qui est logé au niveau du ministère du pétrole, mais également au niveau du COS-Petrogaz. Mais également avoir les moyens de contrôler les volumes qui sont annoncés par les entreprises. Parmi les points négatifs pour la bonne gouvernance, la société civile énumère les dépenses fiscales inutiles et les flux financiers illégaux, entre autres. Lutter contre les flux financiers illicites, c'est lutter contre la corruption, c'est lutter contre la criminalité économique, c'est lutter également contre ce qu'on appelle les prix de transfert. Et au-delà également de ces flux financiers illicites, les États de façon globale et l'État du Sénégal a besoin qu'il y ait une transparence dans les dépenses fiscales. Il y a beaucoup de niches de dépenses fiscales et aujourd'hui des rapports sont produits par l'administration fiscale et qui ne sont pas publiés. Et nous encourageons l'administration fiscale à publier les dépenses sur les rapports sur les dépenses fiscales. La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires de la cité participent au développement du pays. Merci Maguette. L'actualité, c'est aussi ce procès en appel de l'affaire des faux médicaments de Touba Belel. Sans surprise, Mamadou Ouri Diallo n'a pas comparu. Et devant la barre, les avocats de la partie civile ont demandé à la Cour d'écarter le décret présidentiel. Le délibéré est attendu le 22 juillet prochain. Cher Ante Diop, c'est la tire. Comme espéré, l'affaire a été retenue et plaidée devant la cour d'appel de Thiès. Des heures de plaidoirie, les avocats ont tour à tour pris la parole devant la barre pour défendre leurs clients. Dans son intervention, Maître Abdoulaye Babou, l'avocat de l'ordre des pharmaciens, se réjouit de cette décision. Ce qui nous réjouit, c'est que malgré l'absence de Mamadou Ouri Diallo, l'affaire a été retenue. Occasion pour nous de soulever l'illégalité du décret de grâce dont il a bénéficié. Nous avons parlé d'une même voix. Même le parquet général est d'accord pour reconnaître que la grâce de Mamadou Ouri Diallo n'a pas été obtenue dans les règles de l'art. Donc un point positif. Mamadou Ouri Diallo va être jugé comme s'il était présent. Selon Maître Abdoulaye Babou, il appartient maintenant à la Cour d'apprécier. La Cour, en ce qui la concerne, n'a pas le pouvoir d'annuler un acte administratif. Mais la loi lui permet, lorsque l'acte administratif est manifestement illégal, d'écarter cet acte administratif. Revenant sur l'affaire des faux médicaments, Maître Babou soutient que l'État doit prendre toutes les dispositions pour lutter contre le trafic de faux médicaments qui prend de plus en plus de l'ampleur. Des gens se sont cotisés pour obtenir 1 milliard, aller acheter des médicaments en Guinée, les acheminer au Sénégal, plus particulièrement à Touba, pour revendre ces médicaments à vil prix et les gens s'empoisonnent et meurent. Dirigé par une bande bien organisée, c'est une mafia. Il est temps que ce commerce mafieux cesse. Le délibéré est attendu et les accusés seront édifiés sur leur sort. La volonté du gouvernement serait d'appliquer une hausse de 75 francs par litre sur les prix de l'essence et du gazole. Le malheur ne venant jamais seul, les prix du pain et du ciment s'achemineraient également vers une hausse. En tout cas, ce sont les recommandations du comité technique multipartite sous l'égide du ministère du Commerce. Recommandations qui laissent perplexe la SCOSED. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. De 2014 à nos jours, plusieurs baisses des prix de la farine, du gasoil, entre autres. Aucune répercussion sur le consommateur et pourtant, une nouvelle révision existe. Des travaux mal faits selon la SCOSEN. Depuis cette date, il y a eu près de 33% de baisse sur le diesel oil, 24% de baisse sur le gasoil,
10% de baisse sur l'électricité. Ils ont fait une proposition de structure des prix qui n'est fondée sur absolument rien. Jusqu'à présent, ils n'ont pas donné à la Commission les preuves de l'ensemble des prix qu'ils sont en train de montrer et qu'ils veulent faire homologuer. Concernant le ciment aussi, la spéculation est réelle. Le prix du ciment, officiellement, c'est entre 54 000 et 57 000 francs selon les cimenteries. Mais aujourd'hui, ils le vendent à plus de 60 000 francs, 61 000, 63 000, 64 000 francs. Donc ça veut dire que déjà, rien qu'avec les prix qui sont pratiqués actuellement, ils ont déjà des prix supérieurs au prix réel. Aujourd'hui, cette spéculation devrait être arrêtée par l'administration du ministère du Commerce, qui ne fait rien pour les ramener à l'ordre. Maintenant, si vous ne les ramenez pas à l'ordre, et que si maintenant, aujourd'hui, ils vont passer officiellement à une augmentation, supposons, du fait de la répercussion de la taxe, donc on va avoir un nouveau prix encore supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons contacté la direction du commerce intérieur, mais le directeur nous dit que pour le moment, ils sont à la phase technique. Le moment venu, les communications nécessaires se feront. Merci Maïmouna. Et puis parlons de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Sénégal veut profiter du marché pour booster son secteur privé et créer des emplois. De l'avis du ministre du Commerce, le chef de l'État Macky Sall s'est engagé ce matin dans ce sens lors du lancement du forum de la ZLECA. Cette rencontre organisée par la Commission économique pour l'Afrique a pour thème la ZLECA en marche, approfondir l'interprétation africaine pour un continent prospère. Alassane Ba et Pape Sangone Baye. Un secteur privé impliqué, conscientisé sur l'importance de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce forum de Dakar, une tribune pour atteindre cet objectif. Déjà depuis l'année dernière, une campagne de sensibilisation est entamée. On appelle à une mobilisation autour de ce projet. Et nous sommes très satisfaits de noter l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous avons bien entendu dans son allocution, il a fait part de son engagement auprès du secteur privé et en particulier des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries qui vont nous aider à faire en sorte que le Sénégal tire véritablement profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Souvent, des craintes de perte de recettes douanières sont notées quand il s'agit d'accords de libre-échange. Le ministre sénégalais du Commerce rassure sur cette question. Mais vous avez dû deviner vous-même que compte tenu du faible taux de produits importés de la région, l'impact sera moindre pour les douanes, pour les recettes douanières. Et également, la ZLECAf peut créer des emplois parce que si nous augmentons nos exportations sur le continent africain, il reste évident que nous allons développer donc les entreprises au niveau national. La monnaie commune, une préoccupation des chefs d'État, notamment ceux de la CEDEAO. Mais pour le moment, elle ne constitue pas une priorité pour la ZLECA. Il faut passer par étapes. D'abord, avoir une monnaie commune régionale. Si nous l'avons au sein de la CEDEAO, l'objectif prévu c'est pour 2020. Il me semble que les discussions sont en cours. Je ne connais pas, je ne peux pas prédire les résultats, mais la volonté y est. Donc l'aspect monnaie ne fait pas partie pour le moment de l'accord en tant que tel, mais l'intègre parce que la monnaie c'est le commerce. Dès que vous parlez de commerce, de liberté de commerce, il faut qu'il y ait une liberté dans la monnaie, ce qui va réduire les risques de taux d'échange, de tracasseries et également peut-être de fuite de devises comme l'a fait l'Union européenne qui a mis beaucoup de temps. Le Sénégal qui s'engage à s'industrialiser veut profiter de ce marché. La ZLECA, entrée en vigueur le 30 mai 2019, va s'acheminer vers la phase opérationnelle. Elle sera lancée à l'occasion du sommet des chefs d'État et gouvernement prévu les 6 et 7 juillet prochains à Niamey. Merci Alassane. L'État doit 2 milliards de reliquats et une année scolaire non payée aux établissements privés d'enseignement. Il rappelle à l'État ses engagements. Parallèlement, les enseignants promettent de dénoncer tout établissement qui ne respecterait pas les normes. Le cadre unitaire s'est réuni à Salut Portudal ce week-end. Retour sur cette réunion avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
L'État du Sénégal doit toujours de l'argent aux établissements privés d'enseignement supérieur. Si une fois qu'on a couvert les 8 milliards, il va rester 2 milliards. Le gouvernement s'est engagé à faire une loi des finances rectificative, et je crois qu'elle est en cours, pour pouvoir éponger les 2 milliards de ce fait 2016, 2017, 2018 seront épongés et il restera maintenant la dette de l'année en cours. Au Sénégal, il y a plus de 200 établissements privés supérieurs, mais il y a moins d'une centaine qui sont en règle. L'État a même pris des dispositions pour la reconnaissance des diplômes. Il y a maintenant une agence qui a été mise en place par l'État pour s'assurer de la qualité des diplômes qui sont délivrés. Et pour être agréé par cette agence, il y a tout un processus qui est suivi. Les autorités estiment que ces établissements privés qui accueillent 40 000 étudiants par an méritent d'être accompagnés. Si nous sommes passés d'une dette de plus de 10 milliards à un reliquat de 2 milliards, comme le disent en Wolof, cette rencontre a aussi permis aux autorités étatiques, aux autorités locales et responsables des établissements privés de discuter sur la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Lancement ce matin à Rufisque de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue. 4 tonnes de stupéfiants ont été incinérées. Par ailleurs, l'usage de drogue en milieu scolaire préoccupe fortement les acteurs. Ousseynou Cham et Ahmadou Bamba Sound. Pour la célébration de la semaine nationale de lutte contre la drogue, les acteurs ont procédé à l'incinération de 4 tonnes de drogue à la cimenterie de Rufisque. La drogue est dangereuse. Que la drogue n'est pas destinée à l'usage humain. Et le Sénégal a opté par le procédé de l'incinération. Et cette incinération se fait de façon régulière. J'allais même dire que c'est une activité devenue classique. Aujourd'hui, nous avons incinéré ici la drogue provenant de nos services à Dakar, mais les autres circonscriptions avec les gouverneurs de région vont sans doute incinérer également des quantités de drogue. Pour la circonscription de Dakar, aujourd'hui, nous avons incinéré plus de 4000 kg de drogue. Quelle approche préventive contre l'usage des drogues en milieu scolaire? C'est le thème retenu cette année. En fait, c'est l'approche inclusive et participative pour préserver la jeunesse sénégalaise contre justement le fléau de la drogue. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, effectivement, la drogue a infiltré le milieu scolaire, ce qui est très dommageable. Parce que là, en fait, ce sont nos enfants, ce sont nos neveux qui sont exposés. Et vous savez, le capital humain, il est fondamental. Je pense que la première ressource d'ailleurs du Sénégal, c'est la ressource humaine. Je crois qu'il faut à tout prix préserver la jeunesse. Et on sait qu'aujourd'hui, au niveau scolaire, ce problème de la drogue, il est prégnant. Et vraiment, je pense qu'il nous faut quand même travailler à sensibiliser les jeunes, à ne pas du tout toucher à la drogue, mais surtout, pour certains qui sont déjà sous l'emprise de la drogue, faire en sorte qu'on puisse les aider par une prise en charge médicale efficace. Ces acteurs invitent les populations à collaborer davantage avec les forces de sécurité pour une lutte beaucoup plus efficace contre l'usage et la vente des drogues. L'actualité sportive avec la CAN, retour sur la victoire des Lions hier avec la seule fausse note, la blessure de Salif Sané. Eh bien, il souffre d'une entorse à la cheville, suivant les explications du médecin de la tanière, Ahmadou Fedior. Salif a eu une blessure hier au cours du match contre la Tanzanie. À la 20e minute, il s'est blessé au niveau de sa cheville gauche. Là, on a obligé de le sortir. Et à la fin du match, nous avons eu à l'amener à l'hôpital pour faire des examens radiologiques. Et une IRM a été faite qui a révélé une lésion au niveau du ligament latéral externe de la cheville gauche. Et là, on est rentré dans la soirée, les traitements ont été faits, on a commencé les traitements en première intention
Et nous pensons que d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, il pourra reprendre petit à petit la compétition, enfin les entraînements et la compétition, Inch'Allah. Voilà, nouvelle plutôt rassurante concernant Salif Sané. Parlons toujours du match d'hier. L'homme du match, Crépin Diatta, a fait bonne impression. Âgé seulement de 20 ans, Crépin a été le vrai patron hier sur le terrain, le dépositaire du jeu sénégalais. Alors, qui est ce garçon? Son portrait est dressé par Diarriet Toufal. Entrée en lice réussie pour Crépin Diatta. Élu homme du match lors de la première sortie des Lions du Sénégal face au Taifa Stars de la Tanzanie sur le score de 2-0. L'ex-sociétaire d'Oslo Football Academy de Dakar a émerveillé le stade du 30 juin de Caire sur une reprise en demi-volée à la 63e minute. Il inscrit le deuxième but sénégalais. Un but magistral digne des grands joueurs de foot. Né le 25 février 1999 à Ziguinchor, Crépin Diatta a marqué les esprits lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2017. Compétition pendant laquelle l'enfant de Ziguinchor a fait sensation avec ses 5 matchs joués. Une performance qui lui a valu 2 buts marqués et 2 passes décisives contre l'Afrique du Sud et le Cameroun en phase de groupe. Sa prestation en Coupe du Monde des moins de 20 ans a été un déclic dans sa carrière, car Crépin avait séduit l'opinion publique qui a réclamé son intégration dans l'équipe A. Du haut de ses 1,75 m, le milieu de terrain du FC Bruges en Belgique a été auparavant élu meilleur jeune joueur du championnat norvégien par la presse nationale et meilleur jeune joueur de l'année par la CAF en 2017. Crépin Diatta est aussi décrit comme un homme généreux, en atteste son geste lors du téléthon organisé par l'hôpital régional de Ziguinchor en vue de la construction d'un service d'accueil d'urgence. Le nouveau phénomène du football sénégalais a inscrit son premier but hier en 3 sélections. Il est donc parti pour être la révélation de cette CAN. Beaucoup de ses coéquipiers voient en lui l'incarnation de l'avenir du football sénégalais. Merci Diarriatou. Plus de justesse devant le but, c'est ce qui nous a fait défaut hier, même si la victoire est au bout face à l'Algérie, un adversaire d'un autre calibre. Il va falloir non seulement élever le niveau de jeu, mais aussi être chirurgical en phase offensive. C'est l'avis du journaliste Harouna Dème que nous suivons avec Cheikh Sadibou Diarra. Si on commence par les points positifs, il y a le fait qu'on ait gagné. C'est ça, je pense, l'essentiel. On a engrangé les 3 points. On a aussi une équipe qui, sur le plan du jeu, a une certaine maîtrise. Je pense que c'était important à ce niveau-là. Au milieu de terrain, ça a été parfait de mon point de vue, même si quand même il y a quelques petits déchets à corriger. En défense aussi, on a vu que l'équipe du Sénégal s'est montrée à son avantage. Le hic de mon point de vue aussi, c'est qu'on a énormément manqué d'efficacité. Je pense là où il y a du mauvais. Je pense qu'on doit être un peu plus tueur parce qu'il y a des matchs où on n'aura pas autant d'occasions. Et si on en rate autant et qu'on n'arrive pas à tuer un match, ça pose problème face à un adversaire de notre calibre. Donc là, c'était la Tanzanie qui est à portée du Sénégal très largement. Le prochain match, ce sera l'Algérie. Je pense qu'il faut être un peu plus tueur. Les attaquants ont certes marqué 2 buts, mais quelqu'un comme Baye Niang ou alors Ismaël Sarr ont manqué vraiment d'efficacité sur ce match-là. Je pense que c'est à rectifier par le coach. Voilà, Harouna Dème interrogé par Mamadou Ndiaye au Caire, notre envoyé spécial. Et puis parlons basket en vue de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019. 24 Lionnes ont été sélectionnées par Cher Sarr, le sélectionneur. Un certain rajeunissement de la tanière est constaté avec beaucoup de nouveaux visages de joueuses évoluant au Sénégal et en Europe. Récit Cheikh Sadibou Diarra. 24. C'est le nombre de Lions présélectionnés pour les besoins de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019. Si des anciennes et des cadres du groupe sont encore dans la liste, les Assou Traoré, Mam Jojo Diouf, Mam Marissi accueillent dans la tanière des nouvelles têtes. Parmi elles, la meneuse de jeu Warkham Boub, pensionnaire de l'AS Ville de Dakar dans le championnat local,
L'Ariel Mathilde Mboub, ex-joueur de l'ASC Bob, désormais à l'université Temple aux États-Unis d'Amérique, où évolue également Léna Nia, une ailière. Au secteur intérieur se retrouve Loli Ndiaye de Limoges en France, Ndaye Thiama Camara de Piquen en Espagne, Khadijatou Diouf de l'université Fairfield aux États-Unis d'Amérique et Fatou Diagne de l'université de Purdue aux États-Unis d'Amérique également. Le sélectionneur Cheikh Sarr et ses protégés vont entamer incessamment leur préparation de l'Afrobasket féminin 2019 à Dakar du 9 au 18 août prochain. Merci, Cheikh. Et puis, Lamine Diack et son fils Pape Massada sont attraits à la barre. Selon plusieurs sites français, un procès à Paris est en perspective contre l'ex-président de l'IAAF entre 1999 et 2015 et 5 autres protagonistes, dont son fils. Cette décision découle de la requête du parquet national financier de France. Les Diack sont accusés de corruption active et blanchiment en bande organisée. La date du procès n'est pas pour le moment communiquée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure avec votre émission Jour de Cannes avec Cher Tidiane Diao. Et puis, un peu plus tard, retrouvez Malal Junior Diagne et Abba pour votre nouveau programme sur TFM Maximum. Ça s'appelle Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.